Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau point sur l'actualité. Nous sommes le mardi 20 juin et voici les titres. La canicule de ces derniers jours amplifie la sécheresse des terres déjà peu irriguées depuis l'été dernier. Nous avons connu un hiver et un printemps très secs selon Météo France, avec un déficit pluviométrique. De quoi inquiéter les agriculteurs qui voient leurs réserves en eau diminuer et qui s'interrogent pour l'été si ces fortes chaleurs continuent. Dans une semaine, les députés tout juste élus ce dimanche feront leur première entrée dans l'hémicycle. Avant de commencer à travailler sur les projets de loi, ils devront élire le président de l'Assemblée nationale. Mais comment est-il élu? Comment seront répartis les députés selon leur étiquette politique? Autant de questions auxquelles nous répondrons dans ce journal. Enfin, il n'y a pas qu'au Bourget que l'on parle d'aéronautique. En Vendée, un passionné a installé chez lui la réplique exacte d'un Boeing 737. Son simulateur de vol lui permet de parcourir virtuellement le monde, mais surtout de s'entraîner. Et il ouvre également ses portes au public pour aider notamment des phobiques à surmonter leur peur. Rencontre en fin d'édition. Jusqu'à 35 degrés dans les terres enregistrés ce mardi. L'été commence ce mercredi et pourtant nous connaissons déjà un épisode caniculaire. Ces températures records pour un mois de juin continuent d'assécher les terres vendéennes, déjà très sèches depuis le mois de juillet dernier. Car l'hiver n'a pas permis de remplir entièrement les réserves d'eau et ce sont les agriculteurs qui s'inquiètent. Leurs retenues sont 2 à 3 fois moins pleines que d'ordinaire et certains ont déjà dû commencer leur moisson pour éviter de perdre leur récolte. Grégoire de Châtillon. De la douceur, un soleil bien généreux, mais en revanche pas assez d'eau. C'est le bilan que l'on peut faire de ce printemps 2017 en Vendée. C'est un joli printemps quand même, très ensoleillé, très doux. Malgré quelques contrastes en termes de douceur, il ne faut pas oublier que nous avons aussi connu des gelées tardives, le 27 et 28 avril, donc qui ont eu des conséquences non négligeables sur le monde pour le monde agricole. C'est un printemps, je dirais, insuffisamment arrosé, et qui en tout cas n'a pas permis d'endiguer la sécheresse que l'on connaît donc déjà depuis plusieurs mois, depuis juillet dernier. Une sécheresse qui dure et qui s'intensifie, de quoi inquiéter le monde agricole. Selon la Chambre d'agriculture, un exploitant vendéen sur 3 possède une réserve d'eau. Alexis Petitpré, lui, constate que son étang a moitié moins d'eau que d'habitude. Donc on voit bien que cette année, l'étang est bien loin d'être plein. L'année dernière, au 15 décembre, l'eau elle passait sur le trop-plein. Et là, on voit bien qu'il manque au moins 2,50 m, 3 mètres d'eau. Donc en sachant que la digue vient jusqu'à 9 mètres, il manque beaucoup de volume. On espère bien qu'il pleuvra quelques orages pour nous aider à arroser nos maïs, à avoir assez de fourrage pour notre élevage. Le cheptel se nourrit principalement de maïs, très consommateur d'eau. Il faut alors s'adapter et gérer toute la période de végétation avec le volume d'eau restant. C'est peut-être l'une des rares années que j'ai rencontrées là depuis 35 ans où le déficit hivernal a été aussi marqué. On compose d'abord avec le stade de la culture le plus sensible. S'il a plu, on décale. S'il n'a pas plu, on met ce qu'on a prévu. Et puis on remettra un autre passage après, puis encore un autre 10-12 jours après. Puis s'il n'y a plus d'eau, on arrête et puis on laisse le climat faire le reste. Météo France, qui prévoit un rafraîchissement avant le week-end, nous annonce pour la semaine prochaine des températures en baisse qui devraient être accompagnées de quelques pluies. À l'heure actuelle, les différents barrages et autres retenues d'eau vendéens enregistrent un taux de remplissage de 85,3%. La préfecture n'a donc pas pris de mesures particulières pour le moment concernant l'eau potable. Il est tout de même rappelé que la ressource en eau n'est pas inépuisable. La situation est plus préoccupante pour les eaux superficielles. Des interdictions totales de prélèvement sur certains bassins ont été prises. C'est le cas pour la Boulogne, la Vigeonnée et le lait superficiel notamment. Et plusieurs nappes souterraines ont également atteint le seuil d'alerte. 51 départements étaient donc concernés par cet épisode de canicule, dont la Vendée. Un niveau d'alerte levé ce mardi après-midi.
Mais les températures restent tout de même élevées, de quoi inciter les centres communaux d'action sociale à rester mobilisés auprès des personnes vulnérables. Au Sable d'Olonne, par exemple, 150 d'entre elles ont ainsi été appelées ce mardi pour prendre des nouvelles de leur état de santé et s'assurer que tout allait bien malgré ces fortes chaleurs. Dans certains établissements qui accueillent des publics fragiles comme les crèches, les écoles ou encore les maisons de retraite, des mesures ont également été prises. C'est ce que nous explique Marie-Vonne Duranceau, directrice de l'EHPAD des Roches à Château-Guibert, au micro de Grégoire de Châtillon. Les personnels sont désormais aguerris à la conduite à tenir, avec des ouvertures de volets le soir quand il fait frais, fermeture le matin et des distributions d'eau de manière plus régulière. Une boisson fraîche. Il vous en reste encore, Madame Joanne, une boisson fraîche. Oui, je veux bien. Menthe, orange, grenadine, orange. On évite les sorties aussi extérieures, donc on limite un petit peu les activités pour rester plutôt au frais quand c'est possible. Il y a effectivement des consignes de données par rapport au menu qui sont allégés avec des apports de plus de fruits. On essaie aussi, dans la mesure du possible, de servir des repas froids, mais qui ne conviennent pas particulièrement aux résidents, qui, eux, ne ressentent pas la chaleur comme nous, et qui sont habitués à leurs habitudes alimentaires. Revenons sur le chapitre politique du week-end. 2 jours après le second tour des élections législatives, les députés fraîchement élus se préparent à faire leur première rentrée dans l'hémicycle du Palais Bourbon. Elle aura lieu dans une semaine, le mardi 27 juin prochain. Et en attendant, parmi les nouveaux députés, les novices en politique suivent une petite formation. L'occasion de revenir sur leur rôle, le déroulé des séances et les répartitions dans l'hémicycle. Autant de questions auxquelles Samuel Grasset et Marion Vigreux répondent pour nous. La première séance de la législature aura lieu le mardi 27 juin. Les 577 députés seront tous réunis au Palais Bourbon. Ils seront placés dans l'hémicycle par ordre alphabétique. Interviendra alors l'élection du président de l'Assemblée nationale. L'organisation de ce scrutin sera supervisée par le député le plus âgé. Le vote aura lieu à bulletin secret. Pour être élu président de l'Assemblée nationale, un député devra obtenir la majorité absolue des voix. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a été élu, un 3e tour sera organisé. Le député qui aura obtenu le plus de suffrages sera alors élu. Le nouveau président de l'Assemblée nationale prendra place au perchoir. Son rôle sera d'organiser le travail parlementaire et de diriger les débats. Au sein de l'Assemblée nationale, les députés auront la possibilité de rejoindre un groupe parlementaire. C'est un rassemblement de députés d'un même parti ou de même sensibilité politique. Ce groupe parlementaire devra être constitué d'au moins 15 élus. Chaque groupe se réunira au moins une fois par semaine pour déterminer la position à adopter sur les textes présentés devant l'Assemblée nationale. Une fois les groupes parlementaires constitués, les présidents de ces groupes et le président de l'Assemblée nationale se réuniront pour établir la répartition dans l'hémicycle. Par convention, les groupes parlementaires se définissant comme à gauche sur l'échiquier politique s'installeront à gauche du président, les centristes au milieu de l'hémicycle, les élus de droite à droite. Ensuite, chaque groupe parlementaire attribuera une place précise à chacun de ses députés. Les députés pourront alors commencer à travailler. Les sessions parlementaires se dérouleront d'octobre à juin, mais elles pourront être prolongées par des sessions extraordinaires. Pendant 5 ans, les députés partageront donc leur temps entre leur circonscription et le Palais Bourbon. Ils seront généralement présents à Paris les mardis, mercredis et jeudis. Les députés seront appelés à travailler en commission pour préparer les textes présentés aux parlementaires et à siéger dans l'hémicycle pour débattre et voter les lois. Au chapitre éducation, l'année n'est pas encore terminée, mais la carte scolaire pour la rentrée 2017 dans les écoles privées est annoncée. Il y aura donc 13 implantations d'emplois, dont 12 dans les classes et 1 poste hors classe. 17 postes seront supprimés comme dans l'école Saint-Joseph de Beauvoir-sur-Mer, mais aussi à Notre-Dame-Saint-Symphorien de la Bruffière ou encore à l'école Béthanie de Chantonnay. Enfin, 4 postes et demi seront créés au titre de la réussite éducative, ce qui sous-entend la création d'un poste spécialisé pour les troubles de l'apprentissage, mais également un poste de professeur surnuméraire pour accompagner les élèves en difficulté.
Restons à l'école avec ce beau projet réalisé par les élèves de CM1, CM2 de l'école Jacques Maury de l'Aiguillon-sur-Mer. Pendant toute l'année, ils ont travaillé avec un auteur, compositeur et interprète à la réalisation d'une chanson. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la Fabrique à chansons, un concours organisé par la SACEM et le réseau Canopé de l'éducation nationale. Concrètement, il s'agit de sensibiliser les jeunes au processus de fabrication d'une chanson, de leur faire découvrir les métiers de la création musicale. La chanson de ces petits Vendéens s'intitule donc Paddle et elle vient d'être retenue par le jury national pour être soumise au vote du public et tenter d'obtenir l'un des 3 prix coup de cœur de l'année. Reportage Élodie Berthe. C'est avec cette chanson, intitulée Le Paddle, que l'école Jacques Maury participe au projet national La Fabrique à chansons. Un projet qui a pour objectif de sensibiliser les enfants à la création musicale. Et qui, de mieux pour créer une chanson qu'un auteur-compositeur interprète. Les élèves ont ainsi pu bénéficier des conseils de Gérald de Gentil. Tout au long de l'année, l'artiste les a guidés dans la composition de cette chanson. L'idée, c'était de faire faire un maximum de choses aux enfants. Donc, ils ont choisi le thème. Et après, on a essayé de raconter une histoire autour de ce thème-là. On a mis quelques jeux de mots, tout ça. Donc, il a fallu que je leur montre un petit peu comment c'était un petit peu les jeux de mots. Mais après, je veux dire, on a essayé vraiment de faire en sorte que un maximum de choses viennent d'eux. Une activité musicale qui a permis aux élèves de travailler l'écriture, mais également d'apprendre quelques notions telles que les droits d'auteur. Des apprentissages transversaux permettant de mobiliser le temps du concours plusieurs disciplines. On travaille des notions de français, comme la versification, la rime, l'écriture en général d'une chanson. C'est quelque chose de pas facile et ça se rapproche beaucoup de la poésie, bien sûr. Chose qu'on travaille plus classiquement en classe. C'est vrai que là, l'originalité, c'est travailler l'écriture d'une chanson. À partir de ce mercredi et jusqu'au 30 juin, le public pourra voter pour sa chanson préférée. 3 prix coup de cœur seront décernés, dont un prix jury SACEM, la société organisatrice du concours. Le Salon du Bourget a ouvert ses portes ce lundi. Plus de 350 000 visiteurs sont attendus dans ce haut lieu de l'innovation aéronautique. Des professionnels, mais aussi des passionnés. Les derniers avions y sont exposés. De quoi faire rêver les amoureux du pilotage. Un loisir pour lequel Jean-François Robert a décidé de consacrer une partie de sa maison. Ce Vendéen de Châteauneuf ne pilote pas de vrais avions, mais s'entraîne sur un simulateur de vol. Une réplique exacte du cockpit d'un Boeing 737 où il a intégré toutes les commandes et les écrans de navigation. Depuis 2 ans, il ouvre aux curieux ce simulateur pour aider les phobiques, mais aussi pour permettre aux autres aficionados de s'entraîner. Rencontre signée Cyril Guillet. C'est ici, bien à l'abri, dans le fond de son jardin, que Jean-François Robert a installé son simulateur de vol. 2 ans de travail ont été nécessaires pour installer ce cockpit et les instruments de navigation qui le composent. On a cannibalisé des ordinateurs, on les a dépouillés, défaits, pour les réinstaller dans un pupitre à l'échelle 1 correspondant au Boeing 737. Veuillez attacher et ajuster votre ceinture de sécurité. Depuis son simulateur, il peut décoller ou atterrir sur n'importe quel aéroport dans le monde. Et parmi les 24 000 possibilités qu'offre cette machine, il a choisi un vol Nice-Genève. Voilà, on va régler ici le cap. Tout est réglable, la destination bien sûr, mais aussi les conditions de vol ainsi que la météo. Rien n'est laissé au hasard et après quelques minutes de préparation, ce Boeing de 34 mètres d'envergure et les 189 passagers qui sont à son bord peuvent prendre leur envol. Ça permet vraiment de se rendre compte ce qu'est le pilotage d'un avion de ligne, avec des systèmes opérationnels, fonctionnels, des alarmes fonctionnelles aussi, des interfaces radio qui permettent vraiment de s'immerger dans l'univers de la simulation et du pilotage. 1820 mètres, voilà, et on va engager la descente. C'est un simulateur aussi qui peut permettre à des élèves pilotes de se familiariser avec le pilotage aux instruments et les instruments d'un cockpit d'avion de ligne. Alors c'est un simulateur qui est juste avant, à l'entrée, au seuil des écoles de pilotage, avant de rentrer dans les écoles de pilotage des compagnies. Voilà, donc c'est un simulateur qui n'est pas agréé par la DGAC
pour valider des heures de vol. C'est un simulateur qui est en évolution, qui peut évoluer vers quelque chose de plus professionnel dans le temps. Là, on voit la piste, donc on va y aller. Donc normalement, dans un cockpit, c'est le silence absolu à l'atterrissage. On va sortir les volets. Et après une bonne heure de vol, la piste d'atterrissage de Genève est en vue. Jean-François Robert, tel un véritable pilote de ligne, va poser son avion sans encombre. Une expérience unique qui vous coûtera entre 19 et 300 € selon la formule. Voilà, on est arrivé à Genève, en virtuel. Regardons ce qui nous attend du côté du ciel ce mercredi. Même programme que ces derniers jours, ciel bleu et grand soleil sur l'ensemble du département. Les températures restent très chaudes puisqu'elles atteindront jusqu'à 35 degrés dans les terres. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images de La Roche-sur-Yon où il a fait 30 degrés ce mardi midi. Passez une excellente soirée et à demain, même heure, pour un nouveau point sur l'actualité.